Bonjour à tous, merci d'être nombreux dans la salle parce que je sais que c'est le dernier créneau avant le repas, donc je vous remercie de rester. Je vais vous parler d'une opération qu'on a réalisée avec Ronson Habitat à Saint-Didier, mais très rapidement, si je prends la main sur la... Très rapidement, on est sur un projet réalisé donc, avec un bailleur social coopératif, Ronson Habitat. L'équipe de maîtrise d'œuvre de cette opération est assez dense puisqu'il y a Adminima, donc Admina c'est mon agence d'architecture. Vous avez la photo avec à peu près tout le monde. C'est une agence qui regroupe des architectes et des ingénieurs. C'est une spécificité qu'on a depuis 20 ans et qui fait qu'a priori, du coup, on ne s'interdit rien, comme hypothèse de travail en tout cas. Puis un bureau d'études de structure, COGESI, bureau d'études fluide EBCO, HQE, Luxuriance Conseil, qui est une filiale d'Adminima. On intègre la compétence HQE dans la plupart de nos dossiers. En économie, ABC Eco, paysage champ libre, VRD Symbiose, et un petit nouveau qu'on ne voit pas très souvent à l'époque. On est sur une opération qui démarre en 2019, donc avant que les diagnostics réemploi soient obligatoires. Et donc on a intégré Bobby Réemploi, qui est un acteur local aussi. Donc tout ça, ce sont des acteurs locaux pour une opération effectivement qui se passe à Saint-Didier au Mont-d'Or, avec une histoire assez rigolote finalement. Un appel le 27 décembre, je vais vous raconter l'histoire quand même parce qu'elle est sympa. Le 27 décembre, ma cliente m'appelle et me dit on a acheté des bâtiments sur le Val-Roset, le parc du Val-Roset, donc c'est en plein milieu des bois, à Saint-Didier au Mont-d'Or, un terrain en pente magnifique, à côté du centre de réadaptation, et on ne sait pas trop en quoi en faire de ces trucs-là. Donc il faudrait que tu regardes, parce que le PLU va changer, et il ne faudrait pas qu'on rate le coche. Voilà. C'est à peu près ça la consigne. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce site ? On a un bâtiment qui est construit, qui fait à peu près 1400 m² de surface habitable, un petit peu moins, 24 logements, construit dans les années 65, 2 bâtiments. Et tout ça sur un site bois classé où on n'a pas le droit de toucher un arbre. Voilà, on est vraiment au milieu d'un parc. Le PLU nous autorise à doubler la superficie habitable sans imperméabiliser. C'est simple, comme ça, mais c'est pas très simple techniquement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On étudie la possibilité de venir faire une extension en surélévation, et non pas de venir rallonger le bâtiment, mais de venir lui rajouter des étages. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on fait à ce moment-là. On n'a pas de diagnostic technique très poussé. On a 15 jours pour faire un dossier et 1 mois et demi pour poser un permis de construire. Donc vous voyez à peu près le défi. Toute l'équipe, c'est pour ça que je prends un grand soin à les nommer, se met à travailler sur le dossier d'arrache-pied pour arriver à faire une proposition qui soit techniquement viable, économiquement viable et architecturalement intéressante aussi. Alors au final, les bâtiments, ils ont été livrés il y a 6 mois pour le premier et il y a 2 mois pour le deuxième. On a 44 logements aujourd'hui sur le site, 2600 m² habitables, donc on a quasiment doublé, pas tout à fait. Et on a dépensé 4,5 millions d'euros hors taxes, soit 1730 € du mètre carré. Je vous ai évidemment ramené ça au mètre carré totaux. Il y a le neuf et la réhab dedans. Hein, donc c'est bien un prix compris réhabilitation. C'est une condition nécessaire à la réalisation de l'opération. Parce que si on avait fait valoriser que la construction, on est vraiment très cher. Voilà. Alors voilà l'état initial. Ce qu'on a au démarrage quand on commence l'opération. Ce sont 2 petites barres, R+2, avec 12 logements chacune, plantées dans la pente, au milieu des arbres. J'ai mis des photos l'hiver, parce que si je vous mets des photos l'été, on ne voit pas les bâtiments du tout, tellement ils sont noyés dans les arbres. Voilà. Donc on voit, ils sont absolument magnifiques, hein. Qualité architecturale indéniable, ça fait rêver. Quand on commence à travailler sur un projet comme ça fait vraiment rêver. Et donc, on a quand même un avantage incroyable, ils ont tous des vues magnifiques et ils sont tous traversants, les logements existants. Quand on veut faire des logements traversants aujourd'hui dans des bâtiments neufs, on s'arrache les cheveux et on se bat contre les promoteurs, je le dis très clairement, parce qu'en général ça fait beaucoup de circulation, enfin bref, le ratio est pas bon, ou alors il faut des coursives et on n'aime pas les coursives. Voilà, là c'est super, le bâtiment il n'est pas très qualitatif, mais les logements à l'intérieur sont tous traversants et présentent donc des qualités qui nous intéressent. Le parti qui est pris, il est de se dire on va faire des logements existants réhabilités, on va rajouter des logements neufs par-dessus, et il va falloir que tout ça, ça soit vendu
Et donc, il faut qu'on amène la même qualité sur la réhabilitation et sur le neuf. Donc ça, c'est un parti pris dès le départ de l'opération. On va monter l'existant au niveau du neuf. Donc, on se met la même exigence sur les logements réhabilités que sur les logements neufs, à tout point de vue. Prestation, mais aussi qualité thermique, système, etc. Deuxième élément, on est sur des logements initialement où il y a une petite cage d'escalier qui dessert 2 paliers. Il n'y a pas d'ascenseur. On rajoute 2 étages qui sont R+3, R+4. Il faut qu'ils soient accessibles. Du coup, on va rendre accessible l'ensemble. Voilà. Donc ça nous amène par contre à faire une reconfiguration très lourde à l'intérieur des logements, puisqu'on rend l'ensemble des logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. À l'époque, c'était normal. Et tout ça en préservant le parc. Deuxième sujet, effectivement, valoriser ce qui est déjà là. Il y avait une solution pour faire le projet, c'était de tout démolir et de reconstruire. On aurait pu. Plusieurs fois, le maître d'ouvrage m'a posé la question, est-ce que ça n'aurait pas coûté moins cher? Alors, je n'ai pas la réponse, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûre, parce qu'à chaque fois qu'on a mis un coup quelque part, on n'a pas eu des très bonnes surprises. Donc, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu reconstruire quoi que ce soit si on avait vraiment démoli, tellement le sol était pourri dessous. Voilà, on en aurait mis encore plus dans les fondations que ce qu'on a déjà mis. Donc, je pense qu'on a bien fait de garder ce qui était là. Parti pris aussi sur l'ensemble du projet, préserver les ressources, ne pas imperméabiliser. On n'avait pas beaucoup de choix en étant en bois classé, c'est bien de le dire, mais en fait on n'avait pas le choix. On n'aurait pas pu faire le projet si on avait imperméabilisé. Recourir au circuit court, ça c'est une volonté forte de notre maître d'ouvrage. Ronson Habitat, c'est une coopérative et elle nous demande de travailler de préférence avec des coopératives locales en circuit court. Et puis réemployer. Alors ça, c'était vraiment la grande nouveauté sur cette opération. Réemployer au maximum tout ce qui peut l'être, parce que le bâti, on va quand même sacrément le démolir. Et ça fait de la matière, ça fait des équipements, ça fait des tas de choses qui sont sur place et qui sont peut-être réemployables in situ ou ailleurs. Alors voilà le projet, vous avez une petite illustration, on a essayé de rendre ça très très explicite, mais vous voyez les 2 bâtiments initiaux en haut sur l'écran. Et puis vous voyez petit à petit ce qu'on a rajouté. On a plugué 2 petites extensions en pignon, qui elles sont des constructions neuves, on va dire. On est venu construire une structure par-dessus l'existant. Alors cette structure, elle est en bois. Je vous expliquerai évidemment après pourquoi. On est venu pluguer une structure en pont au-dessus du bâtiment existant. Et cette structure, qui ne s'appuie pas sur les immeubles existants, elle s'appuie vraiment à côté, elle accueille 1 ou 2 niveaux supplémentaires qui vont accueillir les logements en surélévation. L'ensemble, après, évidemment, est isolé complètement de façon nouvelle. Sur la gauche, vous voyez une coupe. Cette coupe, elle vous montre comment on a franchi le bâtiment existant avec des portiques qui sont venus vraiment enjamber le bâtiment existant. Pourquoi on a adopté cette solution? C'est assez simple. On n'a pas réussi à justifier le bâtiment existant au sismique. Donc on ne peut pas appuyer quoi que ce soit dessus, enfin, on a le droit à 5% de marge. 5%, on ne peut pas rajouter 2 étages quand on n'en a que 3. Ça ne marche pas. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les calculs en fait. Avant de faire les calculs, on sait que ça ne marchera pas. Donc effectivement, la solution, c'est de venir construire une structure qui vient reprendre toutes les charges neige et vent. Voilà. Et le seul charge qu'on a repris sur l'existant, c'est les charges des murs, des façades, des surélévations. Les planchers, tout ça, c'est repris sur les portiques. Quel est l'intérêt de ces portiques? Accessoirement, ça nous permet de générer des coursives d'un côté pour faire la desserte des logements qui restent traversants et des balcons de l'autre côté, puisque les logements initiaux, les immeubles, si vous vous souvenez bien, c'était absolument magnifique, ils n'avaient pas de balcon, pas de loggia, rien du tout. Et donc on est venu offrir des balcons à l'ensemble des logements. La structure, elle est en bois. Alors ça a été tout de suite une décision par rapport à la légèreté, évidemment. On est sur un sol où il y a des cavités karstiques. Donc on a des hypothèses de fondation un petit peu complexes. On met 2 fois plus de pieux, de micro-pieux que ce qu'il faut au cas où il y en ait un qui ne tienne pas. Comme ça fait quand même quelques milliers d'euros à chaque fois qu'on fait un trou, on essaye de ne pas reprendre trop de charge. Donc la structure bois est venue assez naturellement pour sa légèreté. Donc solution bois qui arrive vraiment pour des questions techniques initialement, au-delà de la question carbone, qui effectivement est j'allais dire du bonus en l'occurrence sur cette opération.
Alors au niveau de la performance, on va dire énergétique et environnementale, je vous avais dit on avait quand même une consigne qui était d'avoir à peu près les mêmes exigences sur le neuf et sur la réhabilitation, parce qu'on va bien commercialiser l'ensemble à des acquéreurs. Et donc sur la surélévation qui est calculée en bâtiment neuf, on est sur un CEP de 43,3 kWh énergie primaire par mètre carré par an, ça vous parle certainement. Il y a 37% de gains sur la valeur réglementaire, c'est pas mal, voilà. On a déjà fait mieux, nous, mais bon, là, c'est quand même pas mal. Et sur l'existant, on est à 50 kWh énergie primaire par mètre carré par an, ce qui représente 85% de gains sur la valeur réglementaire. Alors évidemment, ça paraît colossal, mais comme on s'est dit qu'on voulait faire comme du neuf, eh ben, on a fait un peu mieux que de la réhab sur cette partie réhabilitée. Et tout ça, pour le coup, avec des systèmes techniques volontairement extrêmement simples. Alors ça, c'est un choix de l'équipe. On n'est pas allé chercher des systèmes compliqués, pour plein de raisons. Il y a un des deux bâtiments qui est vendu en accession. Alors c'est de l'accession sociale, c'est du BRS. Donc les gens achètent le logement, mais pas le sol. Bon, c'est un truc, je ne vous en parlerai pas, moi. Mais... Et puis, la deuxième partie, c'est du locatif social, pour le coup. Dans le bâtiment locatif social, la solution qui est retenue, c'est une chaufferie collective qui dessert l'ensemble des logements, qui fait l'eau chaude et le chauffage. Et dans la partie accession, c'est des chaudières individuelles. L'ensemble est au gaz, il y a le gaz sur le terrain. Hein, les bâtiments sont déjà raccordés quand on arrive. Et donc, le choix de conserver le gaz est retenu sur cette opération-là. Un des éléments qui était déterminant pour l'obtention du permis de construire, c'était la surface de pleine terre. On était à 78,7% après, pour 78,6% avant. Donc non seulement on n'a pas imperméabilisé, mais on a gagné 0,01%. Voilà. Alors qu'on a fait des extensions. Donc normalement, vous dites, zut, comment ça se fait? On a enlevé de l'enrobé. Il y avait de la voirie, il y avait beaucoup de voirie, on a enlevé de l'enrobé, on a travaillé sur les stationnements avec des solutions qui sont poreuses, qui sont perméables et qui permettent effectivement de restituer des surfaces perméables, là où on met potentiellement des voitures, mais alors ça c'est une grosse particularité aussi, on est sur du logement social où on sait que les gens ont en moyenne moins d'une voiture par logement. Notre bailleur le sait, il y a le bus à 5 minutes et le métro à 10, 15 à pied. Donc il sait qu'il aura une voiture par logement, pas vraiment plus. Mais la commune nous demande d'en faire 2 pour avoir le permis. Quand il faut le permis en 1 mois et demi, on fait 2 places de stationnement. Et puis il y en a une sur 2 qui est en terre-pierre et qui devient un boulodrome. Donc vous pouvez aujourd'hui jouer aux boules sur une partie des stationnements de la résidence, puisqu'il n'y a effectivement pas 2 voitures par logement. Donc il y a une partie des places de stationnement qui sert à autre chose. Et donc, ce travail sur les espaces, sur les voiries, sur les espaces extérieurs, ça a permis de compenser complètement l'emprise qu'on a pris avec les surélévations. Parce que la surélévation, quand même, en emprise au sol, on a les balcons qui sont couverts, les coursives qui sont couvertes et les 2 plugs en pignon. Donc, on a quand même une surface imperméabilisée bâtie plus importante qu'avant. Voilà, donc un gros travail avec la paysagiste. Dernier point qui était très important sur cette opération, c'est la question du réemploi. Là, l'objectif, il est simple. On réutilise tout ce qu'on peut, absolument tout ce qu'on peut. On a réutilisé 30 tonnes de matériaux, dont 16 in situ. C'est-à-dire qu'il y a 16 tonnes de ce qu'on a déposé qui ont été concassés, réemployés en place. Essentiellement du béton concassé, voilà, qui a servi en couche de forme pour les fameuses chaussées qu'on a faites de façon imperméabilisée, puisqu'il y en a quand même quelques-unes. C'est essentiellement ça, le tonnage qui est réemployé sur place. Les 14 autres tonnes qui sont parties, dedans, il y a des portes-palières, des fenêtres, des boîtes aux lettres, des ballons d'eau chaude, des tonnes de câbles de cuivre, énormément d'éléments qui ont été déposés et qui ont été valorisés par Bobier Emploi via la plateforme, en fait. Ils ont des filières avec des débouchés. Et on sait aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, mais en fait, c'est il y a déjà 4 mois. Il y a 4 mois, il y a 3 de ces 14 tonnes qui avaient été réemployées sur d'autres chantiers. Donc ça, c'est vraiment le travail de Bobby. Ils viennent approvisionner d'autres chantiers avec les éléments qui sont déposés sur certains chantiers. Donc on sait qu'ont été réemployés des sanitaires. Donc c'est possible de réemployer des sanitaires. Alors remettre des sanitaires anciens, ça paraît bizarre, mais en fait, ils sont nettoyés, réémaillés, remis à neuf et reposés, ils sont comme neufs. Ils ne coûtent pas moins cher que des neufs, d'ailleurs.
Simplement, ils n'ont pas coûté de matière pour être refabriqués. Donc c'est toujours ça qui est gagné. Hein, on ne va pas bouder notre plaisir. Les fenêtres ont été remployées chez un agriculteur pour faire des serres. Donc toutes les fenêtres qui ont été déposées ont été réemployées. Ça, c'est sacrément important, parce qu'on sait le poids carbone des fenêtres dans le bilan d'un bâtiment. Et donc les fenêtres ont été remployées. Une partie des radiateurs en fonte que vous voyez sur la photo. Alors ça a une condition un petit peu contraignante sur le chantier quand on fait du réemploi. Il faut une entreprise qui sait déposer proprement, qui sait trier, qui sait palettiser et qui sait envoyer au bon endroit. Ça fait beaucoup de choses. Mais il y a des acteurs de plus en plus nombreux qui sont prêts à ça. Alors en fait, là, sur l'opération, c'était il y a quelques années déjà, c'était le début. Et donc, ils ont été complètement assistés. Hein. Bobby Réemploi était sur place sur le chantier pour indiquer ce qu'on garde, ce qu'on envoie. Pour avoir essayé de le faire sur d'autres chantiers sans l'acteur réemploi, on a eu des belles palettes de portes qu'on voulait réemployer, qui ont été bien impactées. Et puis, quand le camion est venu pour les chercher, c'était parti à la benne. Parce que le gars qui était là la veille, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ces palettes de vieilles portes? On ne lui avait pas dit que ça partait le lendemain. Il a tout béné en se disant, il y a l'archi qui vient demain, chantier propre. Super. Voilà, donc lui, il a béné que ce qu'il ne fallait pas. Mais bon, donc c'est quand même une attention. Donc on demande d'étiqueter maintenant avec un petit autocollant fragile, comme quand vous déménagez, qu'il faut faire attention au verre. Voilà, donc quand même une petite attention spécifique sur la question réellement du chantier, de la mise en œuvre de ces éléments-là. Alors, quelques images de la réalisation, puisqu'on est sur un retour d'expérience. Je vais vous dire tout ce qui a bien marché, et je ne vais rien vous dire de tout ce qui n'a pas bien marché. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a bien marché? Délai de chantier prévu 20 mois, réalisation 24 mois. Parfait, nickel. Hein, quand il y a 4 mois de manque à gagner sur les loyers, votre maître d'ouvrage est super content. Pourquoi? Parce qu'on a passé 4 mois à faire des micropieux. De plus que prévu, parce que le sol était moins bon que prévu. On avait fait des études géotechniques assez poussées, et la première fois qu'on a amené la machine, c'était pire que prévu, et donc il a fallu faire 2 fois plus de pieux que prévu. Donc le prix que je vous ai donné, il est compris les pieux en plus. Ça devait coûter moins cher. Ça a coûté ce prix-là, parce qu'on a réinjecté pas mal de béton dans le sous-sol. Donc voilà, premier retour d'expérience, effectivement, une vraie complexité. On ne peut pas s'approcher très très près du bâtiment non plus pour faire les pieux. Donc une vraie complexité sur la partie fondation spéciale. Et donc on a déjà pris 3 mois dans la vue à cause de ce problème technique qui n'avait pas été identifié, malgré des études de sol où on avait une dizaine de points de sondage. Hein. Enfin, on avait l'impression d'avoir fait faire ça vachement bien, et ce n'était pas suffisant encore. Deuxième élément qui a été très contraignant, quand on avait fait un diagnostic structure très poussé pour le coup. Et quand on a fait la démolition intérieure pour refaire la configuration entière des logements, on s'est rendu compte qu'en termes de maçons de l'époque, ils ne devaient pas connaître l'horizontalité. Il y avait 15 cm de dalles partout, mais elles n'étaient pas du tout au même endroit tout le temps. Alors, quand vous avez les cloisonnements entre les logements, ça ne se voit pas trop, puis quand vous commencez à tout purger, c'est une catastrophe. Donc, reprise structurelle des dalles, qui tenait sur le principe, mais à moins d'accepter d'avoir des marges dans les logements qu'on a par ailleurs essayé de rendre accessibles, c'était quand même un petit peu dommage. Donc, effectivement, là, pour le coup, on a bien appris, hein, réhabilitation lourde sur du bâti existant. Maintenant, nous, ça va être systématique, relevé géomètre de tous les niveaux, toutes les façades, tout, partout. Parce que sinon, on se retrouve avec des 7-8 cm qui se baladent. 7-8 cm, c'est pas si facile que ça à gérer quand c'est pendant le chantier. Voilà. Après, sinon, à part ça, tout s'est bien passé. Vous voyez sur la photo de gauche la purge qui a été faite. Hein, on voit quand même qu'on a quand même enlevé beaucoup de choses à l'intérieur. Au départ, on devait conserver les chappes et les carrelages, et c'est les décalages de niveau qui nous ont obligés à purger les chappes et les carrelages. En termes de réemploi, on avait imaginé nous garder les sols existants, et ça n'a pas été possible à cause des décalages de niveau. Vous voyez sur la droite une gaine d'ascenseur qui commence à poindre le nez, qui monte plus haut que le bâtiment, puisqu'on va rajouter des étages sur le bâtiment, effectivement. Sur la gauche de cette photo, le test d'étanchéité à l'air, parce que deuxième problématique technique, hein, on veut faire un bâtiment qui soit performant. La première chose, c'est qu'on soigne l'enveloppe. C'est de l'existant, on va reposer des fenêtres. Quand on dépose les fenêtres, on se rend compte qu'il y a un doublage brique. Bon, ça, on le savait.
mais que ça avait été posé n'importe comment, ça on ne le savait pas tant qu'on n'avait pas tout démonté. Et donc un très très gros travail de calage technique, et on fait un test avec l'entreprise pour se garantir que la solution qu'on a mis en place permet d'atteindre les niveaux du neuf. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait très tôt dans le chantier. Puis on voit arriver la structure bois hein, qui vient sur la photo du milieu, qui vient en pieuvre autour du bâtiment, et qui vient par la suite se poser sur la photo de droite. Voilà, puis on voit dérouler l'ensemble de l'opération, donc avec les 2 niveaux qui sont rajoutés en surélévation sur la photo de gauche. Sur la photo centrale, vous voyez qu'on a isolé en laine de roche et pas en laine de bois. Alors c'est pas un échec, c'est 2019. Maintenant on peut mettre de la laine de bois, mais à l'époque il n'y avait pas les avis techniques en R+4 sur de la façade bois. Voilà, depuis, on a des fabricants qui nous suivent sur ce genre de choses et qui sont prêts à nous laisser enduire de la laine de bois en R+4. Et puis quelques photos il y a quelques semaines maintenant. Donc ça, c'est l'opération livrée. Donc vous voyez, vous vous souvenez l'image avant. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui sur le même site. Donc vous avez 2 bâtiments qui ont été entièrement rénovés, surélevés, avec des balcons qui ouvrent sur le parc, avec une belle vue sur Fourvière, soit dit au passage. Sur la photo de droite, vous avez une vue aérienne qui permet de voir qu'on n'a pas touché un arbre. C'est important. On n'a effectivement pas touché un arbre. Donc les balcons sont quasiment dans les arbres aujourd'hui. On est vraiment dans un espace qui est extrêmement vert. Et le petit élément que je voulais vous montrer en plus, c'est ces fameux halls d'entrée. Donc sur les halls d'entrée, on est dans les anciennes caves en fait. Hein. On est passé à travers les caves, donc on a 2,20 m sous plafond. C'est extrêmement oppressant. Donc on a travaillé sur les halls pour donner un petit peu de lumière et justement éviter d'être complètement tassé. Et puis le petit élément qui est important, c'est que tous les bois que vous voyez sur les agencements, ce sont les parquets de l'immeuble. On a déposé les parquets, on a fait poncer les parquets, et on ne les a pas reposés en parquet, on les a reposés en agencement mobilier, donc avec le menuisier qui allait récupérer les bois chez le démolisseur, qu'ils avaient stockés proprement, bien palettisés, et pas balancés à la benne. Et effectivement, tous les agencements, les halls, ont été faits avec des bois qui étaient sur place dans le bâtiment initialement. Donc c'est un petit clin d'œil pour nous, mais c'était pour montrer toute la démarche qui a été faite sur l'ensemble de l'opération, qui permet d'avoir effectivement des aménagements qui sont plutôt sympas, sur le hall de l'immeuble. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Merci, et je trouve que cette opération, elle est très bien pour cette fin de matinée, parce qu'elle illustre très bien aussi ce qu'on a pu dire sur la table ronde, hein, pour mémoire Caroline Imbert, qui était là à la table ronde tout à l'heure, qui disait que pour elle, l'objectif, c'est vraiment qu'on s'attelle de manière beaucoup plus massive à l'existant, avec la même qualité en termes architectural, en termes de qualité environnementale que ce qu'on fait aujourd'hui sur le neuf. Donc là, je pense que ça réunit un petit peu tous les souhaits qu'on peut avoir sur le patrimoine existant à rénover. On va passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a une question? Oui, ici. Bonjour, Eva Guillemot, je suis responsable développement durable pour le groupe Gibois. Déjà, bravo pour la démarche de préservation de l'existant au sens large. J'ai 2 questions. La première, ça concerne le réemploi. J'aurais voulu savoir quelle était votre entreprise de dépose, puisque vous avez parlé du soin à apporter sur cette phase-là. Et la deuxième, c'est vous avez parlé des arbres et de leur présence à proximité du site. Je voulais savoir quelles avaient été les démarches en phase chantier pour préserver cet écrin de verdure. Voilà, s'il y avait eu des choses de mise en place avec les entreprises au niveau de la sensibilisation, de la protection, je ne sais pas. Alors je réponds d'abord à la question de l'entreprise. C'est Désamiantage Dauphinois qui a fait tout le curage. Ils sont des amianteurs à la base. Ils ne sont pas spécialisés en curage. Et on a discuté avec eux, en fait. Ils étaient là pour le désamiantage. Et donc, on a discuté effectivement avec eux pour savoir s'ils iraient sur cette démarche. Et c'est eux qui ont pris le marché et le courage de tester cette opération-là. Alors, je sais que depuis, ils en refont du curage soigné. Voilà, donc désamiantage dauphinois. Deuxième question sur le chantier. Quelles sont les mesures qui ont été prises sur les arbres? Alors, évidemment protection, mais j'allais dire assez habituelle sur les troncs, etc. Deuxième élément qui est quand même important, effectivement, dans le choix du positionnement de la grue,
On a positionné la grue de façon à ne pas impacter sur les arbres. Et puis, toutes les voies chantiers, toutes les zones de stockage ont été faites de façon à être le plus loin possible des arbres. Mais vraiment, c'est-à-dire que de fait, on n'a pas touché, on ne s'est pas rapproché des arbres, à part pour poser les panneaux de façade qui arrivent tout préfabriqués. L'ensemble de la structure bois est arrivé préfabriqué. Les murs, mais tous les panneaux, toutes les caissons de couverture aussi. Donc en fait, en termes de mise en œuvre chantier, on est vraiment sur du levage, effectivement à la grue, hein. Mais c'est soigné, c'est assez rapide, et en plus, tout avait déjà été préassemblé en atelier, c'est-à-dire que l'entreprise avait fait ses tests de montage à blanc en atelier avant d'amener sur le site. Ce qui est quand même un sacré boulot. Je vous avoue qu'on a vraiment un gros travail de l'entreprise. C'est Toiture Montilienne qui a travaillé sur cette opération. Alors ils ont travaillé en plus avec, c'était pas une demande impérative de notre part, mais ils ont travaillé avec le label Bois des Alpes, qui n'était pas une demande de notre part, mais il se trouve que c'est une démarche chez eux. Et donc on est sur du bois des Alpes sur cette opération-là. Nous on avait demandé un bois local, autant que possible, mais parfois le bois d'Autriche il vient de moins loin que le bois des Landes, donc ça se mesure quand même. Et donc là on était en bois des Alpes, mais c'était pas une demande qu'on a eue nous, c'est vraiment une démarche de l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres réactions? Oui, là-bas. Je profite de l'interlude pour je l'ai pris. Mettre en avant le fait qu'un carnet de chantier a été réalisé sur l'opération, qui est accessible sur le site de Ville et Aménagement Durable, et vous avez tous les détails effectivement du chantier. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez déjà fait des projets de surélévation comme ça en copropriété et du coup en site occupé, et comment ça se déroule dans la conception et réalisation. Alors on en a déjà fait 3, qui est livré à Caluire. Ça s'est bien passé, c'était ma copropriété, donc ça le mérite, c'est pas du tout un exemple du coup. Donc j'en parle pas. Et on le fait en ce moment sur 2 opérations à Paris en surélévation. Donc dans le cadre du PLU à Paris, on peut rajouter 1 ou 2 étages à peu près partout, sauf si ça fait de l'ombre sur un voisin, ce qui est quand même assez fréquent. Mais il se trouve qu'on a 2 endroits où on ne fait pas d'ombre sur le voisin et on fait des surélévations de 1 et 2 niveaux en copropriété. Comment ça se passe? C'est extrêmement long à faire passer en copropriété. Alors il y a tout le temps de la conception. Il faut savoir que ceux qui portent la surélévation, c'est jamais l'ensemble des copropriétaires, c'est 1 ou 2 ou 3, mais rarement l'ensemble. Et que c'est une bataille pour eux. Il n'y a pas d'autre mot, plus que pour nous, parce que nous, techniquement, on commence à savoir à peu près ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais pour les copropriétaires, c'est un très gros travail. Donc nous, on les accompagne sur certaines réunions clés où il y a besoin d'amener des éclaircissements techniques, parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur le fait que l'immeuble ne va pas s'écrouler si on rajoute un étage, voilà, qu'on leur garantit bien qu'on a fait toutes les études, etc. Ça, une fois qu'on a passé cette crainte-là, il y a la question du montage financier, qui est extrêmement complexe, et où il y a, pour ainsi dire, pas vraiment d'acteurs pour les accompagner. En fait, en copropriété, c'est des privés, ils ont droit à peu près aucune aide, généralement. Il y a peu d'associations, il y a peu d'acteurs pour aller voir un banquier et faire un prêt collectif. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je garantis un prêt collectif? C'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc les seules qui sortent pour nous aujourd'hui, celles qui se réalisent, c'est celles où il y a un des propriétaires qui paye tout et qui se débrouille après avec les autres. Donc c'est bien, quand vous avez un riche dans la copropriété, vous pouvez faire de la surélévation. Quand vous n'avez pas de riche dans la copropriété, il faut que vous soyez amis avec tous vos voisins. Et ça marche aussi. Voilà. Mais on est vraiment sur des problématiques de pognon, il n'y a pas d'autre mot. Il y a un moment, les gens, il faut qu'ils aillent faire un emprunt, et cet emprunt, ça leur empêche d'emprunter pour faire autre chose ailleurs, donc il faut qu'ils croient vraiment au projet, vraiment dur comme fer, il faut qu'ils y gagnent quelque chose. Donc, assez rare en copropriété. Mais on en a 2 où ça se fait. 2 fois un riche. Jamais des gens tous copains avec leurs voisins. Ça on n'a pas eu. On attend. S'il y a une copropriété lyonnaise avec que des gens qui s'aiment bien, on veut bien surélever. Ouais, c'est un bel appel pour conclure voilà. cette matinée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Merci pour votre présence.